Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endorphine, l'émission où on décrypte l'actualité des sports d'endurance. Vous avez beaucoup aimé les analyses dans le dernier épisode de Kevin, et bien il est de retour aujourd'hui avec moi pour analyser l'actualité des 2 dernières semaines. Salut Kevin. Salut Nico, salut à tous. Tu vas bien ce soir? T'es prêt? T'as aimé l'actualité qu'il y a eu dans les derniers jours et semaines? Eh ben écoute, je sais pas si tu as remarqué, mais on a eu un week-end de folie côté français, Oh. entre les différentes victoires, que ce soit triathlon, que ce soit Formule 1. C'était un week-end de dingue pour nous Français, j'en ai encore des frissons, donc j'ai hâte de pouvoir en parler avec toi. Et justement, ça va être les sujets du jour. On passe tout de suite au sommaire. Donc au sommaire, c'est assez simple. On a 3 grands titres et on va les disséquer, on va les séparer après. On va passer pas mal de temps sur le Tour de France, évidemment, vu qu'on a eu la première semaine. Une première semaine que j'ai notée très spéciale. D'abord par le parcours, mais parce qu'il s'est passé énormément de choses au final. Donc on va parler de ça en détail. Ensuite, on va aller évidemment sur le triathlon. Cocorico au championnat du monde. On a eu 2 victoires françaises sur 3 courses, donc magnifique. On va revenir là-dessus. Et enfin, on fera une petite fin sur l'athlétisme avec une actualité qui est autour du meeting de Bruxelles avec 2 records du monde qui ont été battus et encore une belle perf pour notre ami norvégien Ingebrigtsen. Allez, on va passer tout de suite au sujet numéro 1, donc le Tour de France. Tour de France, une première semaine très spéciale. Je le disais, en fait, dès la première étape, pour moi, le Tour de France a été une édition qui restera dans l'histoire, puisque cette première étape autour de Nice devait être un petit peu un show, et ça a été, on va appeler ça une douche froide, parce que il a plu toute la journée, et le parcours s'est transformé en patinoire, donc on se rappellera peut-être que c'est Alexander Kristoff qui a gagné l'étape, mais on se souviendra surtout que plus de la moitié du peloton est tombé par terre, et notamment certains favoris, en particulier le favori français Thibaut Pinot qui a fini au sol. C'est ce qui a amené la défaillance sur l'étape numéro 8. Donc dès le début en fait de ce Tour de France, il a été ruiné pour les Français. On s'en doutait pas à cette étape-là. En tout cas, on avait des petits doutes quand même, parce que quand on tombe, c'est toujours un peu compliqué de s'en remettre. Est-ce que toi, tu avais des doutes, Kevin, ou est-ce que tu disais qu'il allait revenir et puis que c'était une chute comme ils en font régulièrement? Non, je pensais honnêtement que ça allait clairement laisser des traces. Faire une chute comme il l'a fait dans un finish, on n'était pas loin de l'arrivée. Je me rappelle plus à quel kilomètre on était, mais on était vraiment pas loin de l'arrivée. Ça laisse toujours des traces. Alors, c'est vrai que, en fait, ce qui est étonnant, c'est que dernièrement, il nous avait laissé penser que finalement ça allait bien. Il disait qu'il montait en puissance, que la douleur disparaissait. Et puis, bah, sans vouloir teaser le reste de l'émission, on a bien vu que finalement, ça pouvait revenir comme ça. C'était une épée de Damoclès qu'il avait au-dessus de la tête. Donc, moi, honnêtement, je pensais que, comme je le pense, hein, je pense que ça allait revenir au mieux troisième semaine, où il allait nous dire, bah non, mais finalement, j'ai encore mal. Là. Donc, je m'attendais à ce que ça arrive. On peut pas sortir indemne d'une chute comme ça, quoi. D'un côté, c'est pas plus mal que cette défaillance arrive au début, parce qu'il a encore le temps de faire des choses, et c'est pas j'arrive en troisième semaine, ça pète, mon Tour de France est fini. Là, on va peut-être pouvoir le voir dans un autre registre que ce qu'on a l'habitude. Tu penses le voir à l'attaque pour aller chercher certains. Je pense qu'il va aller chercher une victoire ou deux de prestige, parce que maintenant, il est complètement libre. Il a gagné, entre guillemets, sa liberté. Il va pouvoir aller attaquer quand il le voudra. Donc, je pense qu'il va aller chercher des étapes certainement les plus jolies. Mais bon, une fois de plus, on a bien vu que pour lui, le général, hélas, s'envole. Et quand on voit ses dernières déclarations, il se dit que finalement, à 30 ans, ça fait quand même beaucoup d'échecs. Ouais. Et il doit y avoir quand même certaines questions qui se posent dans sa tête actuellement. Bah déjà que l'année dernière, au final, on avait vu sa réaction qui était filmée un peu de manière intimiste. Et il était au bord de dire j'arrête tout, c'est trop dur. Et il était revenu. Et là, une fois de plus, donc là, la question c'est est-ce qu'il est encore malchanceux? On pourrait aussi dire peut-être pas suffisamment bien placé parce que d'autres favoris étaient en avant et sont absolument pas tombés sur cette étape. Je pense qu'il y a un mix des deux, mais dans tous les cas, c'est sûr que la malchance l'aura quand même pas mal suivi parce qu'il y a une centaine de coureurs qui sont tombés sur la première étape. Ils sont pas tous à avoir eu des douleurs comme lui après. Non, mais à la fois, il y a des coureurs qui ont chuté et qui ont cassé des clavicules. Donc, il n'a pas eu un truc non plus monstrueux. Moi, je pense aussi que quand tu es la Groupama FDJ, tu arrives dans le finish, tu sais que ça va toujours s'emballer, tu sais qu'il peut toujours se passer des choses. C'est
alors je suis personne pour juger, mais pour moi c'est une erreur de laisser ces mecs-là en fin de peloton. Tu dois les placer à l'avant. C'est pas possible. On l'a vu sur une étape il y a quoi, c'était il y a 2 jours où il y a une grosse bordure. Ouais. Et en fait, il y avait une analyse vidéo qui était assez bien faite, qui expliquait comment un tel s'était fait piéger et comment un tel ne s'était pas fait piéger. Et parce qu'en fait, les mecs, tout simplement, tu sais que tu arrives à un endroit qui est clé, après des ronds-points ou alors au finish d'une étape, tu dois te placer devant. C'est tout, c'est comme ça. Et là, on voit qu'en fait, à la Groupama FDJ, ils étaient tous derrière. Donc pour moi, une erreur de stratégie là-dessus. Ouais, bah c'est ça, on l'a vu ici, comme tu l'as bien dit là sur l'étape de bordure, s'il n'avait pas un Stephen Kuhn qui faisait la machine à rouler pour le remonter, il aurait là aussi perdu une minute, enfin comme on l'a vu l'année dernière. Donc ils ont beau se dire fort, l'équipe FDJ, ils sont pas encore au niveau des Jumbo et Ineos qui au final, pour eux, bah, bizarrement, il s'est rien passé pour leur leader. Donc ils ont réussi à les protéger comme il faut pendant toutes ces étapes dangereuses. Exactement. Mais en plus, c'est dommage parce que finalement, la Groupama FDJ, je l'ai trouvé, je trouvais l'équipe fraîche. On va dire qu'ils n'avaient pas encore donné trop. On les voyait pas non plus imprimer des tempos à l'avant. On les a pas vus, il me semble. Donc Non. c'était quand même de bonne augure, quoi. La prépa était pas mal, mais voilà, enfin une erreur d'inattention. Première étape. Je me dis honnêtement, enfin je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais pour moi c'était terminé dès le départ. Tu fais une chute, tu t'en remets pas. Bah, j'avais des doutes. Après, il a réussi à suivre pendant les étapes qui ont suivi, donc on se posait la question. Mais là, dès que ça a été une vraie grosse étape de montagne, ça a montré que. Puis le dos, ça pardonne pas. Là, quand t'as mal au dos, je sais, j'en sors, donc je sais ce que ça donne. Même si tu veux mettre des gros watts quand t'as mal au dos, bah tu peux pas simplement parce que ça t'empêche de le faire. Bon, en tout cas, Vraiment. Pinot, c'est fini. On espère le revoir en troisième semaine faire des belles étapes quand même. Par contre, on a un autre Français qui, lui, a répondu présent. Il avait pointé cette deuxième étape. Vous avez compris évidemment que c'était Julien Alaphilippe dont je parlais. Il avait pointé cette deuxième étape. Il avait dit qu'il venait pour la gagner. Et il l'a gagnée. Et personnellement, je trouve ça vraiment très fort. Je trouve que là, il rentre vraiment dans la classe des grands avec ça parce que je le voyais pas au-dessus du lot cette année. Pour l'instant, en tout cas, je pense que comme on l'a déjà dit, il se prépare pour plus tard dans la saison. Il n'est pas dans une forme olympique encore et pourtant, il a quand même répondu présent et ça c'est beau. Surtout quand on sait que il a eu des difficultés au niveau familial, il a perdu son papa il y a pas longtemps. Honnêtement, se mettre dans une course comme ça de 3 semaines en ayant perdu son père, faut quand Ouais, même être costaud. Et voilà, sachant qu'il arrivait quand même avec la pression d'avoir été maillot jaune pendant une très grosse période l'année passée, avec quelques victoires sur les monuments, mais aussi hmm, quelques victoires d'étape sur le Tour de France. Donc il y avait quand même une pression qui était assez lourde à porter. Donc j'ai envie de dire, pas mauvais ce début de Tour de France pour lui. On va y revenir par la suite. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour lui. exactement. On va le laisser nous régaler dans les prochaines semaines parce que je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il a plus le maillot jaune sur les épaules suite à une erreur un peu grotesque de son équipe, mais de toute manière, il ne l'aurait pas gardé. Donc je trouve pas ça, enfin c'est pas très grave pour moi parce que il l'aurait pas gardé sur ce qu'on a vu en fin de semaine là, donc je trouve pas ça méchant. Et je voulais vous mettre une petite citation du coup de Julien qui nous disait: je n'ai pas gagné une course depuis le début de la saison. En effet, c'était à noter. Pour lui, c'est quand même assez rare ces dernières années. Je suis resté sérieux et je me suis pas découragé, mais la victoire me manquait. Quand j'ai attaqué, je me suis pas posé de questions. J'ai tout donné. On a ensuite bien collaboré avec les deux autres et on a réussi à maintenir l'écart malgré le vent de face. On l'a vu, le peloton était à 2 doigts de revenir. Et je me suis fait mal pour aller chercher cette victoire. J'ai pas de mots. Tu l'as dit, il a perdu son papa il y a 2 mois à peine. Donc ça, le fait qu'il réussisse, enfin que c'est quelqu'un qui est humain, Julien Alaphilippe, c'est toujours vraiment cool de le voir gagner. On est content quand il gagne parce que tout simplement c'est pas un robot, on voit à quel point il est humain, quelle que soit la situation, en positif, en négatif, il est vraiment il est attachant, on va dire comme coureur. On le voit pleurer à la fin de sa victoire, où il a une pensée pour son père. On est tous émus. Enfin, c'est ce que tu dis. En fait, on est habitué à voir Froome ou des gars comme ça qui gagnent, mais qui, bah, ça lève pas les bras. Bah, voilà, j'ai gagné, c'est normal. Là, on voit un mec à côté de ça qui pleure, qui véhicule des émotions, qui est en plus français. Bah ouais, on a envie de s'accrocher à ce mec et de pousser derrière lui, quoi. On est complètement à fond. C'est clair. Ensuite, je voulais te parler d'un sujet
qui moi, m'a pas mal chagriné. Ceux qui ont suivi sur les lives que j'ai fait cette semaine sur Twitch l'ont bien vu. C'est cette course au maillot jaune ou pas. J'ai trouvé que c'était assez bizarrement géré par la Jumbo-Visma notamment, qui se montrait clairement supérieur avec un Roglic qui, ok, aujourd'hui, il a le maillot jaune, mais avec très peu d'avance. Et en étant fort comme ça, j'ai été étonné qu'il essaye pas de gagner du temps. Et je me demande s'il va pas le payer plus tard de pas avoir profité de sa forme en début de tour au final. Mais tu penses, moi justement, je pense l'inverse parce qu'en fait, ce mec-là est quand même en tête. Il a quand même un petit peu d'avance. Il n'a pas mis une seule attaque. Il est tranquillement avec le maillot jaune. Il a encore rien fait. Franchement, et en plus, même la Jumbo en fait a profité aussi des efforts de la Quick Step en Oui, début de semaine. Donc ils étaient quand même bien cachés. Moi, je trouve ça costaud. On a Bernal qui est second à 21 secondes et je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais pour moi, l'équipe Ineos cette année est quand même un bon cran en dessous sur cette première semaine. Je sais pas ce que tu en penses. clairement, l'équipe Ineos est un cran en dessous. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal répété aussi sur mes lives, c'est que je pense que Bernal, il va être en forme, mais tard dans le Tour de France. J'espère pas trop tard pour lui, parce que s'il est en forme en quatrième semaine, bon, bah, c'est terminé. Mais si il arrive à monter crescendo et être en forme dans la troisième semaine, bah là, il aura vraiment une chance que c'est là où il y aura des écarts à faire. Et du coup, cette première semaine, pour moi, elle a été un peu escamotée quand même. Et des écarts de 20 à 30 secondes, ça reste très limité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder rapido la petite quote cette fois de Roglic qui a répondu là, à la fin de l'étape du jour, qui disait que c'est évidemment exceptionnel de porter ce maillot jaune. C'est un rêve pour toutes les personnes qui commencent à faire du cyclisme. Depuis quelques jours, j'avais presque besoin de retenir mes coéquipiers. Bah justement, moi, c'est la phrase où je me dis pourquoi ils avaient besoin de se retenir. Je sais que du coup, il économise son énergie et il pourra l'avoir plus tard dans le tour, mais si jamais lui, il commence à avoir justement sa forme qui descend un petit peu pendant que dans l'autre sens, on a un Bernal par exemple ou un Dumoulin qui a sa forme qui est ascendante, pas un Dumoulin mais surtout un Bernal, je me pose la question de ce qui va se passer en dernière semaine avec ça. On verra, c'est aussi tout l'intérêt de ce genre de tour où ça se passe sur 3 semaines. Et le point principal pour moi que je retiens de cette semaine, c'est que ça s'est beaucoup regardé. Et à part Pogacar, personne n'a rien fait chez les favoris au final. C'est comme si on avait une première semaine de Tour de France classique sans étape de montagne à peu de choses près. Ouais, exactement, c'est exactement ce que tu dis. Yates a chopé le maillot jaune en fait quasiment par erreur suite à une erreur en fait du team Quickstep. Donc il n'y a pas eu d'attaque. Finalement, les Pyrénées ont fait un peu pchit pour reprendre une Hmm. expression d'un ancien président. Il s'est rien passé de bien folichon dans ces étapes-là. Et c'est vrai que je vois sur le live, on parle de Marc Hirschi. C'est vrai qu'il y a eu ce petit bonhomme-là qui est arrivé, qui a dynamité un peu les, Ouais. les différentes courses. Et j'ai trouvé ça sympathique de suivre ce jeune coureur. Les gens sur le chat l'ont bien remarqué. Et c'est vrai que moi aussi, c'est quelqu'un qui m'a donné quand même pas mal de plaisir à regarder et à suivre pendant ces étapes. Parce que du côté des leaders, ça s'est complètement regardé. Exactement. Mais là, enfin, moi, en regardant ces étapes, en fait, où on était quand même assez enthousiaste sur cette première étape, première semaine du Tour, je me disais, bah finalement, peut-être que les Tours de France classiques, avec une première semaine qui est réservée plus aux sprinteurs, aux baroudeurs, d'essayer de, ça donne la chance un peu à d'autres d'avoir. Bon, il y a quand même eu des étapes qui sont finies au sprint, hein, mais moins que d'habitude. Donc il y avait moins de sprinteurs qui étaient là sur le Tour. Peut-être que finalement, le Tour de France classique, avec une première semaine assez plate, euh, est un format qui marche parce que ça donne sa chance à tout le monde. Et là, on a essayé quelque chose qui n'a pas donné grand-chose en termes de spectacle au final. Non, tu parlais des sprinters. Honnêtement, en termes même de sprinters, c'est quand même pas folichon. Enfin, on voit Cadel Evans qui surclasse, enfin, pas forcément qui surclasse parce qu'il n'a pas fait 20 fois de suite, mais dans les sprints à l'arrivée finale, enfin, c'était pour lui tranquillement. Voilà, même au niveau des sprinters, c'est pas dingue cette année. Je sais pas si tu as une analyse là-dessus, mais moi, j'ai pas été. Voilà, j'en ai pas encore eu pour mon argent là sur cette première semaine.
Non, clairement. Par contre, une chose que je me dis sur ce Van Aert, c'est que est-ce que ça serait pas le nouveau Sagan? Parce que il est capable de tout gagner, il est capable d'emmener un train monstrueux dans la montagne pour aider ses équipiers. Il a vraiment un profil qui est très large et il peut aller où il veut aujourd'hui en fait. C'est incroyable. 25 ans et il est déjà capable, tu l'as dit, la veille d'une victoire d'étape, il emmène tout un groupe dans l'école. C'est un mec qui sort pas de nulle part, mais c'est une nouvelle sensation. Et, et pourtant, enfin, j'ai envie de dire, il est jeune à 25 ans, mais il est déjà pas surclassé. Mais il y a des petits jeunes qui arrivent à 20 ans, 21 ans, qui sont juste derrière, qui vont pousser derrière. Mais lui, déjà, quand même impressionnant avec 2 victoires de suite. C'est le seul sur le tour à avoir 2 victoires pour l'instant. Chapeau à lui. Et je pense que, comme tu l'as dit, il a énormément de panache et de fraîcheur. Et c'est cool d'avoir un mec comme ça. Déjà dans son équipe et surtout pour nous pour le Tour de France. Et j'oublierai pas quand même une petite précision sur ce tour. Je vous montre quelqu'un, c'est un Français, Nance Peters, qui a gagné l'étape d'hier. On n'en a pas beaucoup parlé au final parce que c'est l'étape où Thibaut Pinot a eu sa défaillance. Et je trouve ça dommage parce que c'est une magnifique étape qu'il a fait. Il était dans l'échappée, c'est lui qui a attaqué l'échappée, il a résisté au retour d'un grimpeur, Zacharine, et il a gagné son étape en patron parce qu'au final il n'a pas perdu tant que ça de temps sur le peloton en plus. Enfin, je l'ai trouvé très très fort. Là aussi, c'est un jeune, ça fait plaisir de voir des coureurs comme ça être attaquant et réussir. C'est une mentalité qu'on voit de plus en plus chez les jeunes Français et qui était. On n'avait pas la culture de la gagne il y a quelques années chez les Français, on l'avait pas autant, je trouve. Ah, c'est pareil, enfin, ça fait partie de cette génération qui est là à nous faire plaisir. Donc voilà, c'est vraiment sympa d'avoir ce coureur français qui gagne cette étape. C'est vrai que c'est un peu passé aux oubliettes parce que on a eu notre ami Pinot qui a déraillé le même jour. Hmm. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça contribue aussi à ce week-end de folie qu'on a passé finalement avec des résultats de dingue pour la France. Je n'oublierai pas quand même aussi, parce que mine de rien, quand on disait Romain Bardet, pas en forme du tout, il va pas jouer le général, il va juste jouer les étapes. Pour moi, un coureur qui veut jouer les étapes, bah, il est pas troisième au classement général au bout d'une semaine. Il essaye de perdre du temps pour pouvoir avoir des occasions d'attaquer et de faire des étapes. Donc pour l'instant, il a bien caché son jeu. On ne sait jamais hein, avec un Romain Bardet qui a déjà été sur le podium du Tour de France. On a aussi Guillaume Martin qui est en deuxième place pour l'instant. C'est quand même des bonnes nouvelles. Je trouve ils sont bien cachés nos petits Français et ils sont pas en si mauvaise forme que ça. Ouais, exactement. Je crois que Guillaume Martin, c'est troisième. Et on Ouais. a Cassas qui disait tout à l'heure sur le chat, Bardet, faut pas l'oublier. Non, non, faut pas l'oublier. Quatrième. Alors, il est quatrième, je crois, 40 secondes, un truc comme ça. Alors, il avance caché. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour lui que finalement les attentions se focalisent un peu à droite à gauche et pas forcément sur lui. Il a besoin, je pense, d'avoir un peu de discrétion, de faire son truc dans son coin. Voilà, on l'a pas entendu parler de classement général, donc c'est très bien, il avance caché. Il est devant Quintana, il est à quelques secondes. Pogacar qui est derrière, Yates aussi qui est derrière. C'est très bien, il avance caché, c'est parfait, c'est tout ce qu'on lui demande. Exactement. Donc là, si on précise vraiment, on a Primoz Roglic premier, Egan Bernal deuxième à 21 secondes, Guillaume Martin troisième à 28 et Romain Bardet à 30 secondes. Donc, et Pogacar qui est revenu à 44. Donc tout est encore serré. On va suivre ça et bah, dans le prochain Endorphine, on aura le résultat du tour. On aura la dernière semaine en apothéose, on espère. Donc on pourra vous donner un petit peu notre sentiment sur tout ce qui sera passé d'ici là. En attendant, on va passer sur un sujet qui moi, me donne un sourire énorme. C'est le triathlon. Cocorico au champion du monde, puisque cette course ne devait pas être un championnat du monde à la base. Le triathlon de Hambourg, c'est une course WTS, donc du circuit mondial, qui fait partie de toutes les courses qui vont faire un classement, qui vont donner le championnat du monde en fin d'année. Cette année, ben, évidemment, on le sait pourquoi, toutes les courses ont été annulées. Seule la WTS d'Hambourg a été maintenue. Et ils ont décidé il y a 2 semaines que ça serait le championnat du monde. Donc j'ai vu pas mal de réactions des athlètes qui étaient un peu surpris et énervés, on va dire, que cette info soit donnée 2 semaines à l'avance. C'est vrai que c'est pas très respectueux pour les athlètes. Mais bon, les Français, ils avaient quand même bien préparé ça. Vincent Louis, il était
en altitude depuis 6 semaines, il est redescendu pour ça, enfin c'était sa course, il était venu pour la gagner et il l'a fait. Donc je trouve que Vincent Louis est impérial aujourd'hui et il a pris la taille patron qu'il cherchait ces dernières années. Vincent Louis, patron complètement. Deuxième fois champion du monde, même s'il a dit lui-même que cette année comporterait certainement une petite astérix, dans le sens où voilà, tout s'est joué sur une course. Tu l'as dit, c'est quand même assez peu respectueux d'annoncer que finalement cette course-là donnerait le résultat final pour le championnat du monde 2 semaines à l'avance. On a des pays qui sont pas représentés. Quand on voit qu'on a, je crois, les États-Unis, bah, c'est même pas, je crois, les États-Unis n'étaient pas représentés. C'est une nation forte. Ouais. L'Australie, qui est une nation très très forte. La Nouvelle-Zélande n'était pas présente. Tes amis canadiens n'étaient pas présents. Ça fait quand même beaucoup de monde en moins. Par contre, voilà, on ne pourra pas lui retirer qu'il a quand même géré d'une main de maître cette course avec quand même une belle opposition. Il y avait quand même des cadors qui étaient présents. Ouais. Donc, bravo à lui. Bravo à Léo Bergère. C'est un athlète aussi, un athlète que moi, personnellement, j'adore parce qu'il donne complètement tout ce qu'il a sur le vélo. Et on l'a vu mettre des relais de folie. Je me suis même posé des questions à un moment pendant la course en me disant, est-ce que Coninx et Bergère ne font pas la course pour Vincent Luis? Tu l'as vu ce moment-là où il se mettait des relais et Vincent Luis qui était quand même bien caché? Tu n'as pas eu ce sentiment-là? Bah, en fait, moi, j'ai eu le sentiment que Coninx et les Bergères se sentaient très très forts parce que, en particulier, quand Bergère il mettait des relais, il y a 2-3 fois où il a fait péter le groupe derrière. Donc, le mec met un relais et derrière ça suit pas. Donc, tu te dis, oh là là, à vélo, il est très fort. Et je me demandais un peu, les Brownlee aussi étaient chaud patate au début. Et Louis, il a commencé à mettre des relais en deuxième partie de vélo. Donc, je pense que lui, il est venu pour gagner. Et il a vu que les autres étaient au taquet. Il dit bon bah je vais laisser faire pour l'instant. Et je pense qu'il l'a joué il a été intelligent dans sa course, Vincent Louis. Et il se connaît bien. Et à chaque fois, il a fait sa course en tant que je suis bon dans toutes les épreuves. Il est au-dessus du lot dans aucune. Mais par contre, il est bon dans les trois. Il a tiré le pack à la nage. Il a quand même mis à la fin des gros relais à vélo. Et en course à pied, alors là, il nous a maîtrisé ça. Mais il avait quoi 5 secondes de retard. Il les a repris au train. Et puis après, son dernier kilomètre, comme d'habitude, accélération progressive. Sprint sur la fin s'il y a besoin. Il n'y a même pas eu besoin cette fois-là. Mais il nous a fait une Vincent Louis tout simplement là. Exactement. Je pense que si il se mange pas sa petite gamelle à Rio dans le sens où il visait la victoire et rien d'autre, lui-même l'avait dit, je sais pas si il maîtrise cette course de la même façon, Nico. Parce que à Rio, il s'est cramé en donnant énormément de relais. Et là, on l'a vu quand même relativement discret. Évidemment, il en a mis quelques-uns parce que quand tu as Alistair Brownlee qui te hurle dessus, tu as envie de mettre ton pyjama, d'aller sous la couette et puis de boire un petit chocolat au lait. Mais voilà, il a quand même mis des petits relais. Alors, à l'inverse, par contre, moi j'ai trouvé, et moi ça m'a un peu, j'étais énervé parce que voilà, supporter français, Johnny Brownlee, qu'on n'a pas mis une. Sur le chat, ça demande comment ça s'est passé. En fait, il y a eu un pack qui s'est détaché, je crois, de 7 ou 8 personnes, 6-7 personnes. Donc avec les deux Brownlee, on avait 3 Français, on avait un Portugais, je crois qu'on avait un Espagnol. Et en fait, il y avait quand même une collaboration qui était quand même plutôt pas mal. Mais alors honnêtement, je sais pas ce que tu as vu, mais c'était 18 km de vélo. Sur les 9 premiers, j'ai vu quasiment que des Français mettre des relais, avec de temps en temps Alistair Brownlee, Johnny tout le temps planqué à l'arrière. Et au final, il pète comme une daube au 16e kilomètre. Non, alors qu'il n'a pas mis un seul relais. On se demandait même si en fait Alistair n'avait pas tout fait pour que Johnny soit champion du monde. Bon, au final, ça n'a pas marché. Et après, j'étais impressionné aussi par le petit Portugais qui faisait seulement sa deuxième WTS. Ouais. Et il met à un moment un relais à 2 km de l'arrivée. Il met à 5-6 mètres à tout le monde que finalement, il n'y avait pas forcément besoin de le reboucher parce que T2 arrivait. Et à T2, il commence à partir. Et là, ça part très vite avec Léo Bergère, Vincent Louis. Et là, ils sont 3 pour la bataille finale. Et voilà, j'étais impressionné, je pensais que le petit Portugais allait péter aussi. Et il a tenu la dragée haute à Vincent Louis pendant un bon bout de temps. Et après, il s'est bagarré avec Léo Bergère pour la seconde place. Donc, j'étais vraiment impressionné par ces deux athlètes-là. Léo Bergère et notre ami portugais, je me rappelle plus son nom, je suis désolé, j'arrête pas de répéter ça, mais tu te rappelles qui c'est? Je l'avais, mais c'est un nom portugais, donc je l'ai perdu. Mais
seulement sa deuxième participation à Ouais. une WTS, il fait médaille d'argent. Et je trouve que, alors je sais pas s'il peut encore le faire, mais je trouve qu'il a été plutôt, entre guillemets, fair play parce que Vincent Louis fait tomber son vélo à T2. Il peut porter réclamation et il aurait dû de facto la médaille d'or. Et alors je sais pas si c'est encore possible maintenant, mais toujours est-il qu'il l'a pas fait. Hmm. Donc bravo à lui. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. Exactement, moi aussi. Et justement, j'ai regardé après la course pour les réclamations s'il y en avait. Il n'y en a pas eu à ma connaissance. Je trouve ça bien parce que, honnêtement, si Vincent Louis avait été disqualifié pour ça ou avait pris une pénalité, j'aurais trouvé ça très dur parce que son vélo tenait. Il a dû l'effleurer peut-être au moment où il part. Et je suis même Ouais. pas sûr qu'il soit rendu compte qu'il ait fait tomber son vélo en fait. Donc, c'est quand tu le fais tomber devant, tu dis ok, là d'accord, c'est visible. Mais là, il aurait peut-être même pas compris pourquoi on lui disait pénalité. Il voit son vélo se casser la gueule parce qu'en fait, il le Ah met ouais. dans le rack et il voit le vélo glisser. Et je pense qu'à la fin, il doit se dire juste, pour éviter qu'il tombe, je crois qu'il veut juste pousser un peu sur la selle. Et c'est Hmm. là, en fait, Ah oui, il il fait tombe. l'inverse. Et alors que lui était déjà a déjà commencé sa course à pied. Donc ça aurait été dur. Mais bon, enfin, si tu veux, il y a quelques années de ça, Maïeddine Mekessi, lui, a bien fait sauter sa médaille d'or pour avoir enlevé un maillot au profit d'un de nos collègues espagnols. Donc bon, voilà, tout est possible, hein. Franchement, j'ai eu très peur pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a été fort sur la course à pied, Nico. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il accélérait quand il voulait. Il Exactement. savait très bien qu'au bout de 1000, 1500 mètres, quand il restait un mile, il fallait y aller. Il a mis une pilule à tout le monde. Et là, c'était rideau, les gars, je vais prendre la médaille. Après, vous prenez ce que vous voulez, mais vous pouvez me servir. C'était monstrueux. Puis ce qui est toujours impressionnant avec Vincent Louis, c'est que, à l'inverse d'un Christian Blumenfeld qui a l'air d'être au bout de sa vie à n'importe quel moment de la course, Vincent Louis, il a l'air relâché. Mais allez, il serre un peu les dents quand il est au sprint dans le dernier 500 mètres. Mais à part ça, ça paraît tellement facile quand tu vois courir Vincent Louis. Mais pourtant, la vitesse, elle est là. Et quand il a mis la petite accélération sur le dernier mile, les autres, ils ont serré les dents derrière, mais ça, ils n'ont pas réussi à suivre. C'était monstrueux. Non, mais tu vois qu'à la fin, il a même le temps de penser à mettre son petit bandeau pour sa petite marque pour que ce soit sur la photo finish. Le mec est encore frais, il arrive encore à penser à ça. Alors que nous, on fait tous un 10K ou un SMI. On finit carbo derrière. Pendant 8 semaines, on est alité, quoi. Donc, Ouais, c'est costaud. Je crois que c'est. Ah, on a Polo Sim qui nous dit c'est Vasco Valica, merci. C'était exactement. ça, je crois, le nom C'est ce du que j'allais Portugais. ajouter. Donc, merci à toi. Et pour finir, le petit passage sur Léo Bergère. T'en as déjà parlé un petit peu, mais pour moi, j'ai trouvé qu'il était encore passé un cran au-dessus. C'est-à-dire à vélo, très très solide. On l'a revu sur le relais, on en reparlera après. Là aussi, très très solide. En course à pied, il lui manque juste une chose en fait pour vraiment pouvoir aller gagner des courses. C'est le kick que un Vincent Luis a. Même du coup le Portugais Vasco Valitza a un kick plus fort que lui. Donc il lui manque juste de changer de vitesse sur la fin pour pouvoir aller concurrencer les mecs. Bon là sur un groupe de 3 ça reste sur le podium. Mais je pense que s'il avait été sur un groupe de 5, 6, bah, il finit 6. C'est régulier qui finit. Donc il lui manque juste ça en fait pour aller gagner des courses pour moi. C'est ça, c'est ça. Il est encore très très jeune. Il a quel âge? 21, 22 ans, je crois. 23 je crois. Enfin oui, ouais, il est dans le... 23. Il y a le temps encore. Il, il a peut-être pris un an depuis l'année dernière, du coup. Mais ouais, il était énorme. Enfin, c'est un athlète qui est hyper impressionnant, hyper humble, parce qu'on le voit pas non plus show-off sur les réseaux. Voilà, j'aime beaucoup ce gars. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur la course, il était quand même pas mal à se donner des relais avec Konax. Et Konax, moi, je trouvais pendant les relais qu'il en faisait beaucoup trop. Ah ouais. Il te mettait des relais, mais de cochon, quasiment couché sur le cadre. Et on savait que avec ses tests qu'il avait fait sur 3000, sur 5000, qu'il avait un énorme niveau en course à pied. D'ailleurs, on le voit batailler à la fin avec Alistair, hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais je pense qu'il s'est trop entamé sur le vélo pour pouvoir prétendre après à une médaille. Mais voilà, il est extrêmement jeune également. Et puis, bah, il savait que de toute façon, il aurait l'or sur le relais, n'est-ce pas? Exactement. Et Dorian Coninx finit donc sixième, en effet en se bataillant avec Alistair Brownlee. On note aussi les autres Français, Simon Vian qui a une belle 23e place pour lui, et Pierre Lecor par contre décevant, on va dire à la 32e place, on l'a pas vu de la course, mais bon, on va pas chipoter, on a quand même une très très belle course des Français, 3 dans le top 10, 3 dans le top 6 même du coup. Et si on passe à la course des femmes, bah, le résumé va être en fait, la course des femmes a quand même pas mal ressemblé à la course des hommes, puisque sur le vélo, eh bien, ça a roulé très très fort.
Sauf que là, le groupe était un peu plus gros. On avait notamment nos Françaises qui étaient dedans en début de course, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et Émilie Morier qui étaient pas loin aussi. Mais quand t'as Learmonts, Duffy et Zaferes qui se mettent à faire des relais, eh bien elles ont fait péter tout le monde derrière. Là sur les relances, à chaque tour il y en avait qui pétaient, et les Françaises elles ont pas tenu, mais c'est pas étonnant quand on voit qu'ils roulaient devant aussi. Et puis c'était complètement la stratégie de faire péter Beaugrand. Il y avait, je crois que c'était Blaisou qui disait ça tout à l'heure sur le chat. Est-ce que c'était pas anti-fair play de sa part de pas prendre de relais? Non, parce qu'en fait, Elle peut pas. même si elle sait que c'est ça son axe de progression, pour l'instant, elle est encore peut-être trop frêle, je sais pas. Et les autres qui sont dans le peloton avec elle savent très bien que si elle arrive à T2 et qui sont main dans la main sur En 5 5K. km, elle leur met le bouillon pas possible. Donc l'objectif, c'était clairement ça, c'était de la faire péter. Et puis après, pour pouvoir assurer une bagarre à pied, on va dire, équitable, parce qu'elle est tellement imprenable, en fait, cette fille, que heureusement pour les autres qu'elle soit encore, on va dire, faible, entre guillemets. Hein. Je pense elle est très forte, mais faible par rapport aux autres à vélo. Ouais, et du coup, bah, ça fait plaisir de revoir Flora Duffy à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est une athlète qui est sympathique aussi et tellement forte que ça fait plaisir de la revoir, qui rajoute de la densité au niveau mondial. Mais j'ai cité 3 athlètes, c'est pas ces 3 athlètes qui ont gagné la course, c'est l'anglaise Georgia Taylor-Brown qui a, en course à pied, a été clairement une tête au-dessus de tout le monde. Elle a attaqué dès le début de la course à pied et elle a lâché tout le monde, elle a maîtrisé ça. Ça, elle était vraiment belle à voir aussi. Peut-être c'est un peu comme Cassandre Beaugrand. Ces athlètes, quand tu les vois courir, encore une fois, ça paraît facile. Et pourtant, elle a attaqué très très fort et elle a mis tout le monde très très loin. Exactement. Et donc pour nos Françaises, bah, aux portes du top 10, 11e et 12e pour Beaugrand et Perriot. Et un peu plus loin pour Émilie Morier qui finit 23e de la course. Il y a encore du travail à vélo, mais encore une fois, là aussi, elles sont jeunes et elles savent ce qu'elles ont à faire. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, ça va payer. Le vélo, c'est aussi un sport qui prend plus de temps à travailler. La caisse va venir avec les années. Donc, on a des pépites. Il faut juste continuer de les polir pour que ça devienne potentiellement championne olympique à Paris dans quelques années. En 2024. Mais on a quand même excuse-moi, on n'a peut-être pas les meilleurs mondiales, mais on a quand même une pépite avec Cassandre Beaugrand. Et puis après, on le voit en relais, en fait, on enchaîne les médailles d'or par équipe. Donc on sait qu'on a quand même un vivier en France qui est monstrueux, quoi. Quand on voit Émilie Morier qui arrive juste derrière, qui était championne du monde en jeune. Ouais, il y a du beau monde qui arrive derrière. J'étais un petit peu déçu de la course de Léonie Perriot. Hmm. Je ne me semble pas avoir vu quelque part sur ses réseaux sociaux qu'elle était peut-être en méforme ou quelque chose comme ça. Donc assez déçu de sa course parce que c'est une athlète aussi que j'estime énormément. Donc voilà, un petit peu déçu, mais bon, elle a rectifié le tir sur l'épreuve en équipe. C'était plutôt mieux. Exactement, on y vient. Vous le voyez, ça date de ce matin, c'est tout chaud. La victoire en relais des Français. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Vincent Louis, qui n'était pas d'ailleurs dans l'équipe du relais, il n'y a pas besoin. Il y a une équipe tellement forte en France que la victoire en patron là aussi, parce que là, clairement, les Français sur le relais ces dernières années, ils ont été là à chaque fois. Et je trouve que là, c'est leur course la plus aboutie, parce qu'il y avait toujours un petit truc, un petit rattrapage à faire ces dernières années. Là, ça a été solide du début à la fin. Je dis pas qu'ils ont mené la course du début à la fin, mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, eh bien à chaque fois ils étaient au contact et chacun sur sa spécialité a remonté l'équipe au bon endroit. Et à la fin, quand tu te retrouves avec Dorian Coninx qu'on disait qui avait peut-être mal joué la veille sur l'épreuve individuelle, et bien là au final, ce qu'on a vu sur ce relais, c'est un Dorian Coninx impérial, puisque eh bien, quand est venu le moment du vélo, il savait qu'il avait Alexis avec lui et l'américain qui était plutôt un coureur là aussi, et il s'est dit non, je vais clairement pas attendre la fin de la course à pied et me faire déposer par un des deux. Même si l'année dernière à Tokyo il avait battu Alexis au sprint, c'était quand même risqué de rester avec lui. Et donc à vélo, il leur a mis une méga attaque dès le début, il les a lâchés. Et puis tout simplement, bah, il est parti devant et personne ne l'a revu. Donc je trouve que ça a été exceptionnellement bien joué de sa part et exceptionnellement bien joué de toute l'équipe en général. Selon moi, je trouve qu'ils ont tous été très très forts sur cette course.
Ils ont été excellents. Après, il faut pas oublier que les grandes nations par équipe n'étaient pas là. Et on prend hein, ces victoires-là. Ils sont champions du monde. On l'enlèvera jamais. C'est les meilleurs. Il n'y a pas de souci. Et moi, je suis hyper content. Mais habituellement, ça bataille quand même beaucoup avec les États-Unis, beaucoup avec l'Australie. Et là, le fait qu'il n'y ait Bah, pas ces équipes, ça m'attriste un petit peu parce que potentiellement, bah, on est champion du monde, mais potentiellement, il y avait une course peut-être un peu différente à voir. Mais on prend largement cette médaille d'or. les États-Unis y étaient. Hein. C'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'étaient pas là, mais les États-Unis, ils ont joué leur rôle. D'ailleurs, ils finissent, je pense, deuxième de la course. Donc, dans chaque course, en fait, c'était un championnat d'Europe avec les États-Unis. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ce championnat du monde. Donc, ouais, on pourrait dire que l'Australie en relais est très très forte, notamment avec un Jacob Burtwitzel en fin de course qui peut faire des sprints de folie. Mais je pense que ce titre vaut le nom de champion du monde pour moi. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux de voir toutes les équipes, mais quand même, je pense que là aujourd'hui, en relais en tout cas, ils auraient été au-dessus du lot parce que ils avaient de la marge pour moi là. Coninx, il a pas eu à forcer son talent sur la fin là parce que il a lâché les deux petits coureurs et puis il a géré ça, enfin géré comme on peut gérer un super sprint évidemment. Ouais, exactement. Autant pour moi, je pensais avoir dit Nouvelle-Zélande, autant pour moi si j'ai dit États-Unis. Pas de souci. Ensuite, eh bien, le dernier sujet du jour, c'est l'athlétisme, où là encore, on a eu deux records du monde qui ont été battus cette semaine. En ce moment, on a pas mal de records qui sont battus. Donc là, le record a été battu par cet homme, Mo Farah, vous le connaissez. C'est le record de l'heure qui a été battu. Donc c'est un record qui était quand même à un très très bon niveau parce qu'il était détenu par un certain Haile Gebrselassie, donc pas n'importe qui, mais il n'est pas couru très très souvent non plus. Donc là, le record est passé à 21,330 km, donc ça fait plus qu'un semi-marathon en une heure. Donc c'est une très bonne performance. Ça a été emmené par un petit Français qui faisait partie des Lièvres, Benjamin Choquer, qu'on avait eu dans le Coffee Ride au mois de mai. Donc Cocorico, ça fait plaisir de ce côté-là aussi. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Kevin, de ce genre de performance? Parce que quand on est sur du 1500, du 5000, du 10 000, on sait que c'est couru 10 fois par an. Enfin, c'est des épreuves qui sont quand même très pratiquées. Là, c'est des épreuves un peu différentes où le retentissement est peut-être un peu moins important parce que c'est court. Je me rappelle pas avoir vu une course sur une heure depuis 2007, en fait. Bah, en fait, je me dis que année de Covid, avec tous les tournois qui sautent, les championnats qui sautent, bah, c'était une façon de laisser son nom une fois de plus sur un palmarès ou sur un record. Donc, je suis pas étonné parce que c'est l'année idoine pour faire ce genre de performance. Mais voilà, c'était cool. J'ai regardé l'épreuve en direct. On a eu en effet Benjamin Choquer qui a fait le lièvre pendant, je crois, 12 13 minutes. Ouais. Et après, il a explosé. Donc, si on voit Benjamin Choquer exploser, on se dit que ça va quand même être assez dur. Mo Farah tient, je crois, son dernier lièvre pardon, jusqu'à la 33e minute. Ouais. Et après, il se retrouve face au Belge Bachir Abdi, qui n'était pas forcément entendu à ce niveau-là, mais apparemment, c'est un de ses collègues d'entraînement. Et on voyait que les deux tenaient, ils avaient des conditions idéales, hein. Je ne sais pas si tu as pu regarder la course, Nico, mais tu sais, il y avait des petits jeux de lumière pour savoir s'ils étaient en avance, en retard par rapport au record. Il y avait un DJ qui passait la playlist souhaitée de Mo Farah. Donc, si tu veux, il y avait absolument tout pour que les mecs déjà ne s'ennuient pas, parce que passer une heure sur la piste avec des godasses de pointe, ça doit être un cauchemar. Mais ils avaient tout pour pouvoir réussir. T'as pas eu l'impression au moment que ça allait péter aux alentours de la 40e minute, 45 minutes, où on voyait que Mo Farah avait quand même un retard de peut-être un peu avant, du 5-6 mètres sur le record du monde. T'as pas eu cette impression? Ouais, j'ai vraiment eu cette impression. Et pour moi, elle ne m'étonne absolument pas. Parce que si on regarde le type d'épreuve que c'est, sur une heure, c'est comme quand on regarde un record de l'heure sur le vélo. Le passage à 40 minutes, c'est un petit peu le moment où c'est le moment de vérité parce que tu es très loin dans l'effort, c'est très difficile. Et en même temps, tu es encore loin de l'arrivée parce que 20 minutes, quand tu commences à être cramé, ça peut être très 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 long. Donc là, c'est là où il faut faire parler le mental.
Et oui, j'ai vu que Mo Farah commençait à donner des signes de faiblesse. Je me demandais s'il allait ralentir. Et il a perdu des petits bouts, mais il a regagné son retard. Le petit bout qui lui manquait, il a été le chercher avec son sprint final. C'est un sprint long, mais à chaque fois, là, son dernier tour notamment, où il s'est vraiment échappé par rapport aux Belges. Et là, au final, il fait pas grand chose de plus que. Il fait quelque chose comme 50 mètres, même pas de plus que ce que Gebre Selassie avait fait auparavant. Donc, il a été le chercher, on va dire. Comme il savait ce qu'il avait besoin d'aller prendre, il dit ok, je suis en retard, sprint, et je vais le chercher. Mais il a pas fait 22 km, quoi. Il a fait le minimum, on pourrait dire. Et ce qui est dommage, c'est qu'à un certain moment, je crois qu'il avait, je sais pas, au moins enfin, au moins 30 mètres, 40 mètres d'avance sur le record. Et avec notre ami belge, lors de, je crois, l'avant-dernière minute, donc on est à 58 minutes de course, en fait, je pense que Mo Farah ne s'attendait pas du tout à le voir là. Ouais. Et il y a eu une petite bagarre un peu pour se dire, attends, qui va gagner cette course au final? Parce que Mo Farah commence à douter. Et tu as vu, le rythme a baissé. Et c'est là que finalement, ils ont pris, entre guillemets, enfin, ils n'ont pas pris du retard, mais ils ont perdu un peu de leur avance sur ce record du monde. Et après, ils ont pu finalement relancer. Ouais. Mo Farah a finalement relancé. Et tu le vois continuer d'ailleurs. À un moment, il y a la time limit qui se termine. Et le mec continue, persuadé qu'il reste encore une minute. Bon, il était un petit peu déçu, je pense qu'il en avait encore un petit peu sous le pied. Ouais. Mais bon, ouais, c'était quand même, c'était marrant. C'était pas, je suis un peu d'accord avec Akassas qui dit que voilà, c'est pas forcément des records du monde qui sont dinguissimes parce que voilà, c'est pas des choses qui sont forcément courues tout le temps. Mais c'était sympa de voir ce genre d'épreuves un peu différentes parce que sinon on n'aura jamais l'occasion de les voir. Exactement. Après, on a aussi eu, chez les femmes d'ailleurs, faut le préciser, là aussi record du monde. Sifan Hassan qui l'a battu, donc là, elle l'a battu de 400 mètres, donc elle l'a pas fait à moitié. 18,93 km, donc quasiment 19 km heure. Là aussi, c'est du très 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 solide. Et c'est la même chose en fait. J'ai regardé un bout de la course, je ne l'ai pas regardé en entier parce que déjà un 10 000 mètres sur piste, c'est un peu long, mais 1 heure sur piste, là, ça devient très long à regarder. Mais encore une fois, elle est venue en disant je viens battre le record du monde et je pense qu'elle elle avait de la marge dessus et elle savait qu'elle allait le battre parce que quand on bat un record comme ça de 400 mètres, c'est que c'est préparé et qu'on va le faire quoi. Faut quand même être costaud pour te dire, Ouais. je vais me mettre 1 heure. Bah, c'est typiquement les séances que tu nous as fait, Nico, sur d'autres lives, où par exemple tu fais tes tests FTP. C'est un truc où finalement tu as envie à la fin de, voilà, de rentrer chez toi, de claquer la porte violemment et d'arrêter tout sport derrière ça. C'est plus possible. Parce que l'effort, il est quand même maximal. C'est-à-dire que tu finis, tu as donné toute la vitesse que tu avais sur une période d'1 heure. Enfin, à la fin, tu dois avoir les jambes en mousse. Ça, c'est monstrueux. Enfin, je me rappelle encore de la vidéo que tu avais faite quand tu voulais battre toi ton 10 km. Tu vois, c'est quelque chose d'humain. À la fin, mais il fallait pas te parler, tu avais les jambes qui flageolaient un petit peu. Et je me dis, mais ces mecs-là font exactement la même chose. C'est un effort qui est Ouais. terrible à tenir. Puis tu sais, on dit souvent la piste ça va plus vite que la route. Oui, dans une certaine mesure, mais je pense que sur un effort comme ça, c'est plus dur, beaucoup plus dur de le faire sur piste parce que l'aspect répétitif de faire des tours de 400 mètres, niveau mental, c'est énormément plus dur à mon avis. Et donc, c'est pas comparable un record sur piste et sur route. Et là, on a une balance qui s'inverse un peu. La vitesse de la piste ne vient pas compenser le fait. T'es là, tu dis, ok, il me reste combien? Il me reste 100 tours. Enfin, ça peut te miner le moral d'être dans ce genre de configuration. Déjà, quand tu dois faire 3000 mètres sur une piste, tu as quand même le temps de t'ennuyer au bout d'un moment. Mais tu penses pas aussi que le fait qu'on ait des nouvelles super chaussures et compagnie, ça a finalement rééquilibré un peu le débat entre route et piste, Nico? Parce que finalement, Ouais. aujourd'hui, les mecs sur route font des meilleurs chronos que les gars sur piste. Oui, puis on a Donc, même vu c'est à des se poser deux, mecs. trois questions. On a même vu des mecs venir avec les chaussures de route sur piste à un moment, jusqu'à Ouais. ce que ça soit interdit. Donc, en effet, ça a sûrement rééquilibré un peu les choses. Bah après, on voit aussi, il y avait en même temps il y avait aussi Bouchiki qui tentait de faire le record de France, qui lui n'avait pas de pointe, hein, d'ailleurs, il courait avec des Adidas, alors il n'avait pas les tout dernières parce qu'elles ont quand même des semelles beaucoup trop importantes pour aller sur piste, et Hmm. maintenant il y a une nouvelle réglementation. Mais il avait aussi des chaussures voilà, de route.
Donc les gens ils viennent. Il y avait aussi Ingebrigtsen, le grand frère, qui disait que son record, enfin le record qu'il voulait retenter, finalement il n'avait pas le tenté parce que il pouvait plus utiliser les chaussures qu'il voulait. Hmm. Et s'il les a pas, il se blessait. Bah, Donc je me rappelle plus exactement de sa décla, mais c'est un point qui est intéressant, c'est 1 heure en pointe. T'as intérêt de courir beaucoup en pointe pour être capable de tenir 1 heure parce que courir en pointe, faut se dire que c'est quasiment comme courir pieds nus en fait. Hein. C'est la tension que tu mets sur le mollet et surtout, enfin le mollet tendon, c'est énorme et s'ils sont pas habitués à ça, bah, courir 1 heure comme ça peut te bousiller la santé et même ils peuvent tout simplement ne pas tenir le rythme, pas parce qu'ils sont pas en forme, mais parce ils n'ont pas l'habitude de ce peu de soutien dans la chaussure et du coup ça peut jouer, ça peut jouer. je pense que ça embête plus des gars comme Ofara parce que les mecs ils font tellement de renfort musculaire, les tendons ça doit être à la fois du chewing-gum parce que hyper élastique, mais du béton parce que ça doit jamais péter. Et puis il avait quand même les Nike Dragonfly qui a la même mousse que les Vaporfly, donc il y a quand même un amorti qui est plutôt pas mal, sachant que tu es en plus sur le tartan, donc tu as quand même double amorti. Mais ouais, enfin, comme tu disais, déjà, quand tu fais un 1005 sur piste, à la fin, tes chaussures, tu as envie de les mettre à la poubelle. Donc là, faire 1 heure, c'est vraiment monstrueux pour l'organisme. Ouais. Et en parlant de monstrueux, bah moi je voudrais remettre une petite pièce dans la machine sur Jacob Ingebrigtsen parce qu'il nous a fait un 3:30-70. Alors oui, c'est pas un nouveau record, c'est pas un 3:28 comme la semaine dernière, mais il l'a fait avec des lièvres, mais zéro concurrence. Donc les lièvres l'ont emmené jusqu'au 1000 mètres sur un très bon tempo, mais après il lui restait 500 mètres à faire avec personne, pas d'adversaire, pas de public. C'est un peu comme si tu étais tout seul à l'entraînement pour faire ton dernier 500 mètres et tenir ce chrono et réussir à faire un 3:30 qui est quand même un chrono top niveau international. Ça montre encore une fois à quel point il est en train d'asseoir sa domination du demi-fond et ça montre que les prochaines années vont être exceptionnelles avec lui. Mhm. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse sur ce point-là. Quand tu es seul face à toi-même, battre un chrono, euh, on a bien vu il y a 2 semaines, on savait qu'il avait battu son record parce qu'il y avait un gars qui était encore plus fort que lui devant. Et donc, ça lui a permis de s'accrocher à lui. Là, quand tu es tout seul, typiquement, c'est impossible. Mais par contre, répéter à des intervalles si proches ce type d'effort et avoir 0,50 secondes d'écart, ça démontre un peu les capacités de ce gamin qui Ouais. sont enfin, je pense qu'on n'a même pas vu un dixième de ce qu'il va nous faire durant les 5, 6, 7 prochaines années. C'est monstrueux. Et en plus, il est intelligent. Les lièvres ont couru n'importe comment, ils ont couru trop vite, et du coup, bah, je vais pas dire. Il y a certains coureurs qui auraient suivi les lièvres sans se poser de questions, qui auraient explosé comme des merdes à la fin de la course. Lui, il a bien vu que c'était trop rapide. Il est resté en retrait sur un rythme qu'il connaît. Je pense que niveau sensation, les Norvégiens, ils sont au top pour savoir. Ils n'ont pas besoin de chrono, ils connaissent leur allure par cœur. Et il a dit non, non, moi j'y vais pas. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Et j'y vais pas si c'est pas mon chrono. Donc on lui a mis des pièges en plus pour pas y arriver sur cette course. C'est ça, il devait savoir exactement quel était son chrono à chaque tour. Mais j'ai pas compris les lièvres. Enfin, Ah. c'était quoi leur intérêt? C'était eux-mêmes voulaient se faire mousser ou ils voulaient emmener ce gamin-là sur 3,22? Enfin, c'était quoi l'objectif? Il y avait. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. On lui a juste piégé un peu le chemin vers son chrono, quoi. Ça a été, et puis ouais, tout le monde sur le chat le dit. Enfin, ça a été débile cette gestion de course. Donc voilà, ça renforce encore plus sa performance, son Exactement. chrono. Ouais. Voilà, on est passé à travers tous les sujets que j'avais prévus pour vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. Moi encore une fois j'ai pris énormément de plaisir de discuter tout ça avec toi Kevin. J'ai vu vos messages dans le chat. Là on a essayé d'intégrer des petits bouts à certains moments pour interagir avec vous. Et on était du coup au 3e épisode d'Endorphine. Évidemment qu'on va continuer. Donc petite nouveauté quand même pour ceux qui nous écoutent, eh bien les replays sont disponibles dès le lendemain sur la chaîne YouTube Endorphine by Running Addict et dispo en version podcast sur toutes les plateformes SoundCloud, Apple, Deezer, Spotify et j'en passe.
Donc si vous voulez soit réécouter, soit envoyer l'endorphine à un de vos amis, bah, n'hésitez pas à le faire. Ça nous permettra de continuer d'avancer avec ça. Et puis bah, d'ici le prochain, merci à vous les amis. Et puis Kevin, à la prochaine. Prochaine, merci pour ton invite, Nico. Salut à tous.